Je voudrais commencer par la démocratie en Europe. Parce que il y a la question, il y a une chose que vous devez savoir. Il y a des décisions qui sont prises, il y a des décisions qui sont prises en Europe, notamment les décisions de déréglementation, comme la déréglementation, l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire ou des choses comme ça. C'est les conseils des ministres européens, donc les ministres nationaux des transports, qui les prennent, et ils les prennent en votant selon le poids qu'ils pèsent par leur pays, par leur population. Donc si la France s'y oppose, généralement quand elle le fait, il y a quelques autres pays qui, pour des raisons culturelles ou autres, le font avec, souvent ça ne peut pas se faire. Et ensuite, l'Union européenne ou la Commission dit, c'est décidé, on vous l'impose. Donc en réalité, il faut aussi voir la responsabilité de nos propres gouvernements. Il y a une sorte de boomerang bureaucratique très opaque, mais où nos gouvernements ont en réalité un rôle et ont les possibilités, soit de s'opposer, soit de construire d'autres types de solutions. C'est pas seulement s'opposer parce qu'on est français. Donc il y a des responsabilités nationales qui sont importantes, il faut le savoir. La deuxième chose, moi je partage, c'est écrit dans notre livre, l'idée qui a été dite au début que ils doivent être mandatés quand nos représentants de l'exécutif national doivent être mandatés à la suite d'un débat au Parlement, à chaque fois qu'ils vont défendre des positions au niveau européen. Ça, c'est très important. Il faut beaucoup plus articuler les choses. Ça, c'est déterminant, et je me félicite que vous ayez parlé de ça. Troisièmement, la démocratie, c'est aussi des droits des travailleurs en Europe, des droits d'intervention et des droits d'information, notamment dans les comités de groupe. Mais je vais le développer après, ce point-là, plus généralement. Quatrièmement, j'ai parlé, et je reparlerai à la fin, du Fonds européen pour les services publics. Ce que je vous ai cherché, je vous ai pas tout à fait trouvé. Mais j'ai oublié de te répondre, d'ailleurs. Je voulais t'en mettre une. Ah, ben, tu veux m'en mettre une? Pourtant, on s'en met pas. Je trouve qu'on avance dans le débat, les choses qui se clarifient, mais non, mais je pense que c'est pas un hasard. Vous pensez que c'est secondaire, ces choses-là où c'est compliqué. Mais si on peut avancer ensemble pour un fonds européen pour les services publics, financé à 0% par la BCE, eh ben, avançons ensemble. Moi, j'ai aucun égo là-dessus, aucun problème d'étiquette. Et je pense qu'on trouvera d'autres pays pour avancer avec nous, y compris les Allemands. Et ça, à mon avis, c'est une question majeure. Et en tant que possible candidat, je dois être encore avalisé par les communistes d'une certaine façon. Moi, je porterai ça pendant les quelques mois qui viennent, et même au-delà après les élections, parce que c'est une bataille sociale. Deuxièmement, sur le militaire. Les dépenses de défense, le problème, c'est que ce sont essentiellement c'est surtout une orientation de dépenses d'attaque, pas de défense nationale. Et bien sûr, on n'est pas en capacité de défense nationale. Ou de dépenses de projection d'une force, d'un corps expéditionnaire en Afrique ou ailleurs. Ça nous pose problème. C'est pour ça qu'on n'a pas accepté. Mais moi, on a eu le débat. Si on n'est pas contre ou pour l'augmentation des dépenses militaires, mais ça doit être des dépenses de défense. Et troisièmement, donc, c'est attaque, c'est projection d'un corps. Et troisièmement, c'est pour l'exportation. C'est-à-dire avec un modèle où, comme on a filé au privé d'une certaine façon, on dit, on dépend absolument de l'exportation et donc il faut produire à fond pour l'exportation, pour équilibrer. Ça va pas. La défense, c'est autre chose. Et il doit y avoir en même temps une question d'industrialisation. Je vous donne un exemple. Les canons César dont on nous parle tout le temps. Pour tirer avec un canon César, c'est plus une gomme et un crayon pour viser. C'est même pas une calculette. C'est le GPS. Ah, mais GPS, ça veut dire quoi? Global Positioning System. Merde, c'est en anglais. C'est américain. Ah, vous allez me dire, il y a Galiléo. Ah non, il y a le Galiléo civil. Merkel, pas con la Merkel, elle s'était battue pour qu'il y ait un Galiléo militaire. Mais ça a été bloqué. Donc demain, si nous les communistes souhaitons sortir de l'OTAN, si on sort de l'OTAN, les Américains ils retirent la clé, on ne peut plus utiliser le canon César. Donc il y a une grosse question industrielle derrière ça, et d'indépendance. Je pointe juste les têtes de chapitre. La BCE, ce qui a été dit sur la Banque Centrale Européenne et sur Maastricht. Bien sûr, Maastricht, c'est très grave ce qui a été décidé. Mais est-ce que c'est le modèle allemand? C'est les dogmes américains qui ne font pas chez eux et qu'ils ont voulu nous imposer chez nous, comme font toujours le colon. Nous, on fait ce que dit Buana, mais on ne fait pas ce qu'il fait chez lui. Chez lui, la Banque Centrale n'est pas indépendante aux États-Unis. Mais ils nous ont dit, chez vous, elle doit être indépendante, la Banque Centrale. Et on a fait une Banque Centrale indépendante. Donc c'est pas purement une question d'Allemagne. Non. C'est cette question
de la monnaie, ça n'appartient pas aux gens. Alors elle n'est pas privée, la Banque centrale. C'est une institution publique. C'est une institution publique. Mais c'est les marchés financiers qui ont le pouvoir sur elle. Et si on crée un fonds européen qui est décidé par les parlementaires européens sur la base d'une bataille dans plusieurs pays d'Europe, et là les Allemands, Die Linke est pour, dans le parti de la gauche européenne, les Espagnols, les Italiens sont pour, et d'autres forces peuvent être pour, et des associations. Un fonds européen pour le financement de la santé dans tous les pays d'Europe de façon équilibrée territorialement, à 0% par la Banque centrale européenne. On commence à reprendre la main sur la Banque centrale européenne. Parce que je pense que c'est pas par des guerres de religion, et les Français, on est bien payés pour le savoir, qu'on fait avancer les choses. C'est en mettant en pratique une autre logique qu'on dit, regardez, ça peut marcher, et on va le généraliser. Après, on changera les statuts de la Banque centrale européenne. Donc cette question de fonds européens pour les services publics est déterminante, à mon avis. Ça ouvre au changement. Sur l'industrie, en quelques mots, on nous a dit le problème c'est le coût du travail. Et on a vendu le CICE, d'ailleurs, c'est Macron et Hollande qui nous ont vendu le CICE. Enfin, vendu. Oui, on l'a payé très cher. Et pas le coût du capital, les prélèvements du capital. Il y a et donc, alors qu'il y a un énorme problème, ils le reconnaissaient pourtant, de formation, de qualification, on a baissé le coût du travail, on a incité à baisser le coût du travail, y compris ceux des ingénieurs. Parce que c'était ça le CICE. On l'a généralisé. Donc, il y a une énorme accumulation de gâchis du capital. C'est pas que la finance. Il y a un excès de capital. Les exemples qui ont été donnés, il y a l'idée d'autres critères de gestion, d'économie sur le capital pour développer les femmes et les hommes. C'est vers cette société qu'il faut aller. Donc, pour l'industrie, dire qu'on mobilise les banques pour un autre type de développement où on favorise par des taux bonifiés, par du crédit à 0%, comme on a fait après-guerre, ce qui développe l'emploi et les réponses écologiques, oui, ça permet d'aller dans un autre sens. Et puis, il faut quelques nationalisations significatives dans la pharmacie, dans Total, enfin, il y a quelques, voilà, qui emmènent l'ensemble, tout en ayant tout un tissu de PME indépendante, etc. Bien sûr, on a su faire ça en France. Mais, on le faisait sans mettre précisément d'autres critères. Après-guerre, on a dit, on va bétonner le pays, on va reconstruire, et puis bon, on n'a pas forcément mis en œuvre d'autres critères, donc ça a amené aux difficultés. Donc on a besoin de ça. Il faut, pour l'industrie, des règles de coopération en Europe. La coopération, ça n'existe pas vraiment pour la Commission européenne. C'est même un peu interdit. Faire le TGV, par exemple, ce serait plus possible comme ça. Parce que le TGV, c'est une coopération entre la SNCF et Alstom. Depuis la recherche jusqu'à la production. Aujourd'hui, tu aurais coopération sur la recherche, par exemple entre Alstom et la SNCF, pour mettre au point le truc. Mais après, quand on produit, c'est-à-dire pour l'Union européenne, quand on devient concurrentiel, nouvel appel d'offres. Et donc, si c'est nouvel appel d'offres, après Alstom dit, ah non, moi je rentre pas là-dedans, parce que je vais payer la recherche, et le jour où je me refais en vendant mes productions, je peux plus, je suis mort, je rentre pas là-dedans. Ou même pire, parce que le capital est créatif, il dira, ah non, alors à ce moment-là, la recherche, je la fais sous forme de brevets, d'actifs financiers, que je vais revendre quand j'aurai fait très très cher. Et donc, en plus, pour passer à la production du TGV, il y aura un ticket financier très cher pour acheter le truc. Donc, une folie. Donc, il faut réintroduire la coopération comme règle, mais aussi les partages de coûts et de capital. Parce que c'est très important cette idée que l'Europe, ça pourrait être le partage de nos forces, le partage de moyens qu'on peut partager, parce qu'on peut être plus fort ensemble, malgré nos différences. Moi, je suis pas pour insister sur nos différences avec les Allemands. On voit, la crise nous montre à quel point on se ressemble, au contraire. En souffrance sur les services publics. Même eux, ils ont besoin d'une nouvelle industrialisation, les Allemands. Bon, sur l'électricité, on a quelques différences sur le nucléaire, ok. Mais je suis pas pour... on monte en épingle des différences alors qu'il y a des éléments communs. Et je pense, et là-dessus, je pense que là, on aura le même souci, qu'il faut monter des éléments communs. Sur les droits des salariés. Nous sommes pour des droits nouveaux, et les exemples de reprises là, ou de reprises échouées pour Calcia, enfin de nouveaux plans pour Calcia, échoués, nous proposons des droits qui seraient articulés autour de 3 choses. Face à un plan de fermeture, 1, moratoire, droit de moratoire. 2, droit d'examen et de contre-proposition. Actuellement, les travailleurs n'ont pas de droit de contre-proposition. Ils en avaient. Aujourd'hui, ils n'en ont plus. Droit de contre-proposition, ils en avaient à peine. Ils pouvaient contre-proposer des mesures d'accompagnement.
Mais là, droit de contre-proposition sur un projet alternatif, élément de jugement sur projet, et droit de mobilisation du crédit bancaire ou de fonds bonifiés à l'appui du contre-projet. Et des institutions qui discutent, est-ce que c'est faisable ou pas? Donc une nouvelle démocratie, une conflictualité comme on fait ici qui permet d'avancer, de voir comment on peut avancer, pas une conflictualité où j'élimine l'autre. Mais ça, à mon avis, c'est décisif. Parce qu'il y a tellement de savoir dans les têtes des travailleurs. Avec la révolution informationnelle, un patron ne peut pas tout savoir. Et une logique différente qui permet de voir les choses sous un autre angle. Donc cette question est majeure, à mon avis, de contre-proposition. Et donc, soit les banques, soit je disais un fonds de bonification, ça veut dire qu'une collectivité, c'est quoi un fonds de bonification? Pour que ça fasse 0%, la collectivité prend en charge les intérêts sur des critères précis. Et donc ça ne veut pas dire une aide au capital, ça veut dire si toi tes bénéfices tu les mets dans l'investissement qui développe l'emploi, alors on finance. Donc d'une certaine façon, on est dans un deal de progrès comme on a pu faire avec le patronat après-guerre. Je le dis cash, comme dit Fabien Roussel. Mais par exemple, avec des taux à 4%, il faut multiplier par 25 pour arriver à 100. Donc quand je mets 1 million de bonification, ça finance 25 millions d'investissements. Donc 1 million de bonification pendant 10 ans, ça finance un investissement de 25 millions. Et donc des collectivités, elles peuvent rentrer là-dedans si elles ont un droit de préemption là-dessus. Donc il y a tout, mais à condition, le cœur de ça, c'est pas de mettre de l'argent, c'est dire qu'il y a des critères, il y a un suivi, il y a une démocratie nouvelle. Et c'est ça la nouvelle société. Je vois que je suis long. Sur les brevets, sur le principe, on est contre le principe des brevets, mais il n'a pas complètement tort sur la protection. Donc, d'abord, il y a besoin de droits nouveaux sur les brevets, parce que c'est vraiment un enjeu décisif. Il faut d'abord que les travailleurs, notamment dans les moyennes et grandes entreprises, ils aient une information de transparence sur les revenus et royalties payés ou prélevés à l'occasion des brevets. Parce que c'est des fois comme ça qu'on déménage une entreprise. Deuxièmement, qu'ils aient aussi, et c'est là encore pire, un droit d'information et de décision ou de veto sur la cession des brevets et des savoirs. Parce que c'est souvent comme ça qu'un repreneur, il prend une entreprise, il met la holding ailleurs, il veut mettre les brevets, après il peut fermer et on est gros gens comme devant. Donc ça, c'est décisif. Et le grand capital, j'insiste, c'est pas n'importe lequel, lui il mène la bataille sur les brevets. Regardez les turbines Arabelle qui sont fondamentales pour le nucléaire. Et vous êtes sensible au nucléaire ici. Les turbines Arabelle, General Electric en a la possession, après une opération que je ne qualifierai pas, où Emmanuel Macron a joué un rôle. Et ils doivent les revendre à EDF. Ça devait se faire en décembre, ça a été bloqué. Les Américains ne veulent plus. Il semble qu'ils ont mis des brevets, des petits patchs partout pour empêcher l'utilisation. Mais c'est décisif cette question des turbines Arabelle. Donc il y a une bataille. C'est très politique et géopolitique. Et il faut pousser au partage sur les brevets, sur des accords de partage non coûteux, au lieu de rachat capitalistique, pour aller vers la suppression du système des brevets et une OMC refondue qui travaille le partage informationnel et les coopérations. Voilà un peu le sens. Sur l'emploi et le travail, je saute, on en parlera ensemble. Enfin, je peux dire en un mot, l'emploi, c'est le dispositif institutionnel qui permet de rendre le travail civilisé et efficace. Donc c'est tout le droit du travail autour. Sur le profit, moi je distingue le profit et le bénéfice. Il y a le bénéfice, la part du bénéfice qui va au capital, et au développement du capital, c'est le profit. La part du bénéfice qui développe les femmes et les hommes, c'est ça qu'il faut développer, cotisations sociales, etc. Et donc il faut entrer dans un mixte où progressivement, parce que c'est une nouvelle société, va dominer dans ses dépenses de développement les dépenses pour les femmes et les hommes. Et c'est un mix conflictuel et qu'on va pouvoir avancer en tâtonnant. Voilà, le fond des choses, c'est qu'il faut oser toucher à l'argent et qu'on a cette proposition de fonds européen sur laquelle on peut peut-être avancer ensemble.